Bienvenue dans la leçon sur la création de types paramétrés et récursifs. Aujourd'hui, nous allons apprendre à paramétrer les types. À la fois comment créer et comment utiliser des synonymes de types paramétrés et des types de données. Ensuite, nous utiliserons ces connaissances pour créer différents types de données récursives et enfin nous apprendrons à propos des types et du nouveau mot-clé type. Commençons. Le constructeur de valeurs prend des valeurs comme paramètres et produit une valeur. Un constructeur de type prend des types comme paramètres et produit un type. Nous pouvons utiliser des constructeurs de type avec à la fois des synonymes de type et de nouveaux types. Commençons par les synonymes de type. Pour revenir à notre dernier synonyme de type, nous avons ces trois synonymes, le nom qui est la même chaîne, l'adresse qui est le double de deux valeurs, associer une chaîne et un int et la personne, type qui est une paire de noms et d'adresses. Imaginez qu'après l'avoir utilisé pendant un certain temps, nous découvrions que nous avons également d'identifier les entreprises par leur identifiant numérique et les fournisseurs par leur identifiant alphanumérique. Nous pourrions faire quelque chose comme ceci. Dans ce cas, ajouter 4 nouveaux synonymes de type. L'identifiant de l'entreprise qui est un entier, l'identifiant du fournisseur qui est une chaîne. L'entreprise qui est au sommet de l'identifiant de l'entreprise et adresse et fournisseur, ce tableau de fournisseurs et d'adresses. Nous obtenons le résultat souhaité, mais au prix de répéter la même structure 3 fois par entreprise et ou des tuples avec quelque chose et une adresse. Une approche différente consistera à définir un synonyme de type paramétrique. Par exemple, nous pourrions créer l'entité comme synonyme de type. Pour définir un synonyme de type paramétrique, nous devons indiquer le paramètre à gauche du signe égal et l'utiliser à droite. Idem qu'avec les fonctions et maintenant. Chaque fois que nous utilisons l'entité A, nous pouvons ajuster le type de A en fonction de nos besoins. Par exemple, cette fois, nous ajoutons simplement 3 autres synonymes de type, l'identifiant de l'entreprise dont nous avons besoin, l'identifiant du fournisseur qui est une chaîne et l'entité. Un synonyme de type qui est tuple de A et addresses. Et ci-dessous nous avons 4 valeurs différentes, avec 4 types différents. La première valeur est de type nom d'entité et il contient un nom dans la première valeur du tableau. Le deuxième est de type entité identifiant de société et il contient un identifiant de société dans le premier. Le troisième est un identifiant de fournisseur vide avec un identifiant de fournisseur. Et enfin nous pouvons utiliser d'autres types, par exemple celui-ci. L'entité de type taureau qui contient un booléen comme première valeur et ainsi de suite. Notez que l'entité en elle-même est un constructeur de type, pas un type. Donc aucune valeur ne peut avoir un type d'entité uniquement et également un nom d'entité, un identifiant de société d'entité, fournisseur d'entité et ainsi de suite sont des types complètement différents et le compilateur va vraiment. Comme ça, ce sont 2 détails importants dont vous devrez vous souvenir. Nous pouvons également utiliser plusieurs paramètres, par exemple. Le synonyme de type d'adresse est également une paire, mais qui n'a pas d'adresse comme deuxième élément de la paire. Nous pourrions donc généraliser encore plus l'entité et convertir les 2 valeurs de la paire en valeurs paramétrées. Des types comme celui-ci, comme vous pouvez le voir, l'entité prend maintenant 2 paramètres, A et V, et génère des tuples de type A et B. Et maintenant l'adresse est synonyme d'un cas spécifique d'entité où le premier paramètre est une chaîne et le second est un int. Et à cause de cela, maintenant, chaque fois que nous utilisons une entité pour utiliser la valeur, nous devons passer le type d'adresse. Synonyme d'avoir un type complet.
Bien sûr, maintenant le nom d'entité n'a plus beaucoup de sens. Et nos types commencent à devenir un peu alambiqués. Je voulais juste vous montrer que vous pouviez utiliser plus d'un paramètre de type. Ce n'est pas un gros problème, mais c'est à peu près tout pour les synonymes de type. Ils sont utiles pour fournir un contexte supplémentaire lorsque cela est nécessaire. Et ils offrent une certaine flexibilité permettant des paramètres de type. Mais à part ça, ils sont assez ennuyeux. Apprenons les bonnes choses, tu vois ce que je veux dire? Apprenons à paramétrer les types de données. Pour ajouter des paramètres de type lors de la définition de nouveaux types, vous faites la même chose avec les fonctions et les synonymes de type paramétrés. Vous ajoutez le paramètre à gauche du signe égal et l'utilisez éventuellement à droite. Nous définissons ici un tout nouveau type. Un type qui représente une boîte contenant des valeurs. Dans ce cas, box est un constructeur de type qui prend une variable de type pour que nous puissions avoir des valeurs de type box-bool. Boîte char, boîte float, etc. Et nous avons deux constructeurs de type vide et A. En vérifiant leur type, nous voyons que le vide est de type boîte. A et A est de type A. Pour boxer OK, donc on voit ce foral. A dans les deux types. Je vous l'ai dit, je pense que nous avons déjà vu cela et vous avons dit de l'ignorer. Tu peux toujours l'ignorer. Et ceci pour tous est quelque chose qui est implicite sur tous les types polymorphes. Et cela signifie simplement que pour tous les types de cela, la règle s'applique et pour tous les types cette règle s'applique. Mais cela ne change rien à votre type ou à son fonctionnement. Vous pouvez donc tout ignorer jusqu'au point et simplement lire le type comme nous l'avons toujours fait. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, c'est ce qu'on appelle un quantificateur universel et quand vous utilisez certaines extensions d'Haskell, cela peut être utile. Mais pour l'instant, cela n'ajoute rien à la compréhension du code. Si vide est pour quand la boîte est vide. Dans ce cas, vide est de type boîte A, ce qui signifie qu'il est polymorphe. Nous ne savons pas le type de ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est vide. Et le constructeur de valeur sera dépendant du type de la valeur que nous allons passer au constructeur. Donc le type de HAS est box et le type de l'objet qu'il contient. Par exemple, nous pouvons créer une boîte contenant cette chaîne. Donc le type de boîte 1 est une boîte de liste de caractères et nous avons aussi une boîte de keys. C'est vide et comme il n'y a rien, nous avons toujours la boîte. Un type et nous ne pouvons pas seulement créer des valeurs mais nous pouvons également modifier et combiner la valeur des cases. Par exemple, créons la fonction en n qui prend une valeur de type A qui est contrainte d'être une instance de la classe de type num et box AOA est également contraint d'être une instance de la classe numT car pour cela A s'applique à tous les A à l'intérieur. La signature et nous obtiendrons également une case A en conséquence. Donc le premier paramètre est la valeur que nous voulons ajouter. Et le deuxième paramètre est la case qui contient la valeur que nous voulons ajouter au nouveau. Donc dans la définition des données, nous voyons que nous avons deux constructeurs. Cela signifie que vous avez généralement besoin de deux définitions pour prendre en compte tous les cas. Donc le premier cas c'est quand la boîte est vide, dans le cas où la boîte est vide. Vous pourriez renvoyer un HAS avec le numéro que nous passons à l'intérieur. Mais cela fonctionnera de la même manière qu'avec une boîte contenant 0 et le nombre. Car ce sera la même chose que d'avoir 0 ici.
Je choisis de le faire fonctionner différemment et de renvoyer une boîte vide. Et dans le cas où la boîte contient quelque chose, je fais correspondre le motif pour extraire le A et ajouter le haut nombre et l'envelopper à nouveau avec le constructeur, donc si on ajoute 3 à la case. La boîte en a 1, nous en obtenons 4 en conséquence. Une autre chose que nous pourrions faire est d'ajouter les valeurs de 2 cases différentes. C'est à peu près la même chose que ce que nous faisions avant. Mais dans ce cas, nous prenons 2 boîtes en entrée et renvoyons une seule boîte. Et dans le cas où le deuxième est vide, retourne vide. Dans le cas où le premier est vide, j'ignore simplement le second et renvoie vide. Et nous avons laissé juste le cas où les 2 boîtes ont quelque chose. Nous faisons donc correspondre le premier modèle pour extraire 1. Nous faisons correspondre le deuxième motif pour extraire B. Ajouter A plus B et envelopper le à nouveau pour obtenir une boîte de type A. Si nous appliquons la fonction ajouter des cases à ATH et A7, nous obtenons A10 et si nous appliquons la fonction d'ajout de cases à A5 et vide nous obtenons vider le dos afin que nous puissions créer un tas d'opérations autour de notre nouveau type mais. Et si nous voulons extraire la valeur à l'intérieur de la boîte, le cas échéant, a une valeur. Constructeur etc. Nous avons juste besoin de faire correspondre le modèle et de le rouge, mais qu'en est-il du cas quand la boîte est vide? Eh bien, nous pourrions demander une valeur par défaut à renvoyer si la boîte est vide. De cette façon, nous renvoyons toujours une valeur. Donc si nous traduisons cela en code, nous obtenons ceci. La fonction d'extraction prend une valeur de type A sans aucune contrainte. Parce que nous n'opérons pas vraiment sur la valeur, donc cela peut être n'importe quel type. Et il prend également une valeur de type box A et renvoie une valeur de type A. Dans le cas où la case est vide, nous prenons la valeur par défaut et la renvoyons. Dans le cas où la boîte a une certaine valeur, nous renvoyons la valeur et ignorons la valeur par défaut. Et nous avons ici un tas d'exemples de la façon dont cela fonctionne. Nous pourrions continuer à créer plus de fonctions pour la case A. Mais il y a encore beaucoup à couvrir, alors continuons. Nous pouvons également utiliser des constructeurs de type avec une syntaxe d'enregistrement. Imaginez que nous souhaitons également avoir la possibilité d'utiliser d'autres manières de représenter les couleurs dans notre forme. Auparavant, nous utilisions des valeurs de chaîne et écrivions le nom de la couleur. Mais d'autres situations pourraient justifier des formats différents comme des valeurs hexadécimales ou RGB. Il est donc préférable de paramétrer notre type. Comme ça. Maintenant la forme prend un paramètre de type A et notre couleur. Le champ peut être de n'importe quel type A. Donc notre forme peut être de type forme de chaîne. Forme de int, etc. Par exemple. Nous pouvons créer des cercles qui prennent un cercle et la couleur est une chaîne. Donc cette valeur est de type forme. Liste de caractères et nous pouvons créer un synonyme de type RGB qui a tuple. De 3 valeurs dans RGB est généralement représenté à l'aide d'entiers à partir de 0. À 255. 1 pour le rouge, 1 pour le vert, 1 pour le bleu. Nous créons donc ce type de synonyme pour faciliter la lecture du RVB à la place de ces 3 éléments et nous créons de la valeur en utilisant la construction du cercle. Mais dans ce cas, au lieu de passer une liste de caractères, nous passons les 3 valeurs à l'intérieur du tuple et indiquons qu'il est de type RGB. Donc le cercle RGB est de type forme RGB. Et toutes les autres propriétés des types d'enregistrement s'appliquent toujours. Maintenant que nous connaissons toutes ces manières de créer des types, nous allons en passer en revue quelques autres. Pour approfondir les connaissances, mais parce que nous sommes des étudiants très efficaces. Nous ferons d'une pierre deux coups et apprendrons
À propos des types de données récursifs lors de l'ajout. Nous pouvons utiliser des synonymes de type à l'intérieur d'autres synonymes de type. Mais pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas définir de synonyme de type récursif. Nous pouvons cependant définir récursif. Type de données, voici la situation. Elon Musk veut reconstruire Twitter en utilisant Haskell et vous passez un entretien pour ce poste. La première question est, définir le type de données pour un tweet. Un tweet a son contenu, le nombre de retweets, les likes, les commentaires, les métadonnées, etc. Ce sera un type de données énorme, mais l'intervieweur ne se soucie pas des détails. Il veut que vous présentiez l'idée générale, alors vous lui fournissez ceci. Le type de données tweet avec un seul constructeur avec 3 champs. Vous avez utilisé la syntaxe d'enregistrement car vous savez que ce type finira par contiennent beaucoup plus de champs et il sera courant d'utiliser une syntaxe régulière. Vous comprenez également qu'un commentaire sur un tweet n'est qu'un autre tweet. Vous pouvez donc utiliser de manière récursive la liste de types de tweets, comme le type de commentaire à l'intérieur du type de données du tweet. Comme vous pouvez le voir, le constructeur de données tweet prend une chaîne. Le contenu, int, les likes c'est une liste de tweets. Les commentaires et renvoie un tweet. Et pour le tester, vous créez une valeur de tweet réaliste. Dans ce cas, nous définissons la valeur tweet de type tweet, qui contient un tweet avec le contenu du tweet, les likes des tweets et la liste des commentaires à l'intérieur de ce tweet. Chaque commentaire est un autre tweet, le premier a son corps. J'aime et la liste des commentaires et le deuxième le même. Sauf que le deuxième a aussi un tweet en guise de commentaire. L'intervieweur aime votre idée. Mais j'étais sceptique quant à la facilité avec laquelle il serait possible de travailler avec un type comme celui-ci. Et pour prouver que c'est super facile, vous avez écrit une fonction pour mesurer l'engagement en fonction du nombre de likes et de réponses. Les tweets et tous les tweets que ce tweet a générés ont. Et cette fonction ressemble à ceci. Nous avons la fonction d'engagement qui prend un tweet et le renvoie un entier et nous avons implémenté uniquement une correspondance de modèle pour les champs dont il avait besoin. Les likes et les commentaires. Puis il a ajouté les likes et le nombre de commentaires de ce tweet. Et à cela il a ajouté la somme des nombres générés. En mappant récursivement la fonction d'engagement, nous définissons correctement. Maintenant à tous les tweets. La liste des commentaires et si nous appliquons la fonction d'engagement à notre tweet précédent, nous voyons qu'il renvoie correctement 13 car il va au. Le premier tweet ajoute 5 likes plus les 2 tweets. Il génère puis récupère de manière récursive les tweets à l'intérieur de la liste de commentaires et ajoute 0 like et 0 commentaire plus 2 likes. Et un commentaire plus les 3 likes du commentaire final. En ajoutant cela à 13. L'intervieweuse est tellement impressionnée qu'elle s'arrête. L'entretien est court et vous propose un poste de direction. Mais vous rejetez l'offre lorsque vous découvrez que maintenant, les salaires de tous les employés de Twitter sont payés en Dogecoin. Alors vous passez à l'aventure suivante. Après avoir terminé avec succès le processus d'entretien de Twitter et rejeté leur offre, votre confiance monte en flèche et vous décidez de tenter votre chance sur Google. Les premiers entretiens sont corrects, mais il est temps de passer aux choses sérieuses, l'entretien technique. Vous êtes ponctuel, et l'intervieweur aussi. Nous sommes prêts pour un bon départ. Et voici la première question. Écrivez un type de données qui représente
Une séquence linéaire de nœuds où chaque nœud contient une valeur et pointe vers le reste de la séquence. C'est assez simple, vous avez donc besoin d'un type de données similaire à la boîte que nous avons créée auparavant. Parce que le constructeur vide représente un nœud vide. Et le constructeur HAS est un nœud qui a une valeur à l'intérieur. Le problème est que vous devez contenir une séquence de ceci, boîte, heureusement. Vous savez que vous pouvez passer plusieurs paramètres au constructeur de valeur. Vous pouvez donc simplement ajouter une autre case comme deuxième paramètre de. Le constructeur a comme ceci. Ce nouveau paramètre signifie que le constructeur HASValue contient désormais une valeur et boîte pouvant contenir une autre valeur et boîte pouvant contenir une autre valeur et ainsi de suite, et avec ce boom, nous avons un type de données qui est une séquence linéaire de cases où chaque case a une valeur et pointe vers le reste de la des boîtes, et c'est génial. Mais tu as fait tout ça dans ta tête et l'intervieweur a commencé à s'inquiéter de votre long silence. Alors tu as expliqué le raisonnement. Mais a changé le mot boîte avec séquence et avec nœud. Parce que c'est le langage de la question. Vous avez donc présenté la solution finale comme ceci. Le type de données représente une séquence de nœuds qui peuvent être vides. Ou avoir une note qui contient une valeur et pointe vers le reste de la séquence. Est du même type que précédemment. Mais changer les noms vous fait penser différemment à ce qui se passe. Et pour prouver que cela fonctionne comme prévu, vous créez quelques valeurs. Nous avons la séquence une valeur, qui est de type séquence. Parce que c'est une séquence vide, donc on ne sait pas laquelle. Le type est la valeur que vous contiendrez s'il avait des valeurs. Nous avons également la séquence 2 qui est de type séquence char qui contient un nœud avec une valeur qui pointe vers un autre nœud qui est vide. Nous avons une séquence de type séquence taureau qui a 3 nœuds. Note qui contient trou et pointe vers le reste de la séquence. Qui commence par le deuxième nœud qui contient false et pointe au reste de la séquence qui n'est qu'un nœud vide, et ainsi de suite. Juste après cela, l'intervieweur vous regarde, mord dans l'œil, et demande: et à quoi cela est-il utile? Tu as hésité une seconde et c'est ce que tu as fait. Je me souviens vraiment du cours Haskell que tu as suivi il y a longtemps. Oui, les cours vidéo peuvent aussi être récursifs. Tu souris et tu dis: oh, je vais te dire à quel point c'est utile. Et procéder à une légère modification du type de données pour faire valoir le point. C'est ce que vous avez fait, puisque les constructeurs de valeurs ne sont que des fonctions. Vous pouvez également créer des constructeurs de valeurs infixes avec les cavités qu'ils ont. Pour commencer avec une colonne, dans ce cas vous définissez cette valeur de flèche étrange. Constructeur qui prend la valeur du nœud comme premier argument et le reste de la séquence comme deuxième argument pour que cela fonctionne. Identique au constructeur de nœud mais est maintenant un fixe. Constructeur donc la séquence précédente. Pour notre dernière séquence, nous avons défini maintenant cela ressemble à ceci. Le constructeur de flèche étrange prend la valeur du premier nœud comme premier argument et le reste de la séquence comme deuxième argument. Alors le premier nœud de cette séquence contient la valeur 2 et pointe vers le reste de la séquence, ainsi de suite. Donc la séquence de 3 notes plus un nœud vide semble familière exactement. C'est une liste, si on compare les deux côte à côte. C'est assez évident au lieu du type entier de séquence.
Nous avons une liste de types entiers, c'est juste une autre façon d'écrire une liste d'entiers. Et au lieu du constructeur de flèches étrange, nous avons le constructeur con, et au lieu de la séquence vide, nous avons la liste vide. Et si nous comparons notre type avec comment la liste est définie dans le code source actuel de Haskell, nous voyons ceci. Ils sont pratiquement du même type. Mais les listes ont une syntaxe spéciale supplémentaire pour les rendre plus faciles à utiliser. Et c'est pourquoi vous avez choisi la fixité du constructeur de flèches étranges. In fixé à droite 5 parce que c'est la fixité de l'opérateur con. Après avoir présenté ces preuves, l'utilité du type est évidente. Vous venez de recréer le type de liste et les listes sont partout. L'intervieweur était content, mais il commençait tout juste et il a demandé. Écrivez maintenant une fonction pour vérifier si un élément spécifique se trouve à l'intérieur de cette séquence. Pas de problème, vous avez implémenté la fonction lm pour votre nouveau type de la même manière qu'il est déjà implémenté. Pour la liste, nous la définissons donc comme ceci. Vous définissez la fonction de séquence lm qui prend une valeur de type A et la valeur de la séquence de type A et renvoie un volume où A est une instance de la classe de type égalité car vous allez. Pour vérifier l'égalité, vous devez vérifier si la valeur A est à l'intérieur. La séquence vous en avez deux. Structure, donc vous commencez avec deux équations. Un pour le constructeur de séquence vide et un pour le constructeur de flèche web. Si la séquence est vide, vous ne vous souciez pas de l'autre valeur car vous savez qu'elle ne sera pas à l'intérieur d'un nœud vide. Donc tu retournes faux. Et si la séquence a au moins un nœud non vide, vous modélez. Pour extraire la valeur du premier nœud de la séquence et vérifier. Si ce nœud est égal à la valeur fournie, puis de manière récursive. Appliquez la fonction LMC à la même valeur initiale et le reste de la séquence. Si au moins un élément de la liste est égal à la valeur fournie que vous souhaitez retourner. Vous utilisez donc l'opérateur ou qui prend deux booléens et renvoie si l'un ou l'autre est vrai. De cette façon, dès que vous obtenez une correspondance, vous serez fidèle jusqu'au bout. Et vous saurez que la valeur est à l'intérieur de cette séquence. En utilisant cette fonction, nous pouvons vérifier si un élément est à l'intérieur de notre séquence comme ceci. Nous avons la séquence 5 qui contient 5 nœuds pour avec des valeurs et 1 vide et nous pouvons appliquer cette fonction de séquence lm pour vérifier si la valeur C est à l'intérieur de la séquence, nous voyons qu'elle renvoie faux et pour vérifier s'il la valeur en pourcentage est à l'intérieur de la séquence et nous voyons qu'elle renvoie vrai. Parce que c'est ici bien joué dit l'intervieweur mais j'ai un problème avec ceci. J'ai des dizaines de milliers d'éléments et si nous devons vérifier un par un dans l'ordre, ça prendra une éternité. Vous avez vu cela venir à des kilomètres et vous avez dit, pas de problème, si nous avons les valeurs ordonnées. Nous pourrions utiliser un arbre de recherche binaire. L'intervieweur avait raison, imaginez que vous ayez 10 000 éléments à examiner. Si vous y allez un par un, cela prendra une éternité. Alors, que fais-tu? Pense à la dernière fois que tu as cherché un mot dans le dictionnaire. Non, pas sur l'ordinateur, je veux dire un vrai dictionnaire physique. Comment as-tu fait? Es-tu allé à la première page? Chercher l'œuvre là-bas, puis deuxième page et ainsi de suite? Non, vous ouvrez directement le dictionnaire au milieu. Et quand tu as vu que le mot n'était pas là, tu as choisi l'un des
La moitié basée sur l'ordre de l'alphabet. Divisez cette moitié en deux et vérifiez à nouveau le mot. De cette façon, chaque fois que vous vérifiez, vous réduisez la taille du problème de moitié. C'est ce qu'on appelle un algorithme de recherche binaire. Et c'est bien mieux que la recherche linéaire que nous utilisons auparavant. À quel point est-ce mieux, demandez-vous? Par exemple, si le dictionnaire en contient 1000 pages, lors d'une recherche linéaire, le pire des cas. Ce qui signifie que la guerre est à la toute fin, il faudra vérifier les 10 000 pages. Mais si nous utilisons l'algorithme de recherche binaire, le pire des cas serait que nous devions vérifier 13 pages. 13, c'est tout. Vous pouvez voir comment cela change la donne en termes d'efficacité, donc. Nous voulons créer une structure de données qui nous permette de rechercher facilement de cette façon. Il y en a peu que nous pourrions utiliser, mais l'un des plus célèbres est le arbre de recherche binaire, également appelé arbre binaire trié. Et cela ressemble à ceci, dans un arbre binaire. Chaque nœud peut avoir au plus 2 notes enfants. Il n'a qu'une seule racine, c'est-à-dire un nœud sans apparent. Nœud 8 dans ce cas. Et n'a qu'un seul chemin pour accéder à n'importe quel nœud, donc le nœud de valeur. 3 est l'enfant du nœud 8 qui est la racine et le parent. Des nœuds 1 et 6 est le seul moyen d'atteindre le nœud 7. Et à travers 8, 3, 6, 7 il n'y a qu'une seule racine pour accéder à ce nœud. Et tout autre nœud qui est un arbre binaire maintenant qu'est-ce qui fait cela? Arbre binaire une recherche binaire? Et que la valeur de chaque nœud est supérieure à toutes les valeurs sous. Les nœuds du sous-arbre de gauche est plus petit que ceux situés sous son sous-arbre de droite. Par exemple, toutes les valeurs sous le nœud 8 sous gauche. Les arbres sont plus petits que 8. Et toutes les valeurs sous les nœuds du sous-arbre de droite le sont. Plus grand que encore une fois toutes les valeurs sous le nœud TH sous-arbre de gauche sont. Plus petit que 3 et toutes les valeurs sous le nœud du sous-arbre de droite sont. Plus grand que TH en sachant cela à chaque fois que nous vérifions la valeur du nœud et ce n'est pas celui que nous recherchons, nous savons que si la valeur est plus petit, nous devons continuer à chercher sur le sous-arbre de gauche, et si la valeur est plus grande, nous devons continuer à regarder sur le bon sous-arbre, nous permettant de supprimer tous les nœuds de l'autre branche et réduire la taille du problème de moitié. Comme nous l'avons fait avec l'exemple du dictionnaire. Ok, alors comment traduisons-nous cela en code? Eh bien, Haskell rend les choses étonnamment plus faciles. Dans notre type de séquence, nous avons un cas où le nœud était vidé. Un où le nœud avait de la valeur et pointait vers le reste de la séquence. Pour créer un arbre de recherche binaire, nous avons besoin pratiquement du même type. Sauf que maintenant nous voulons que le 0 pointe vers le haut. À 2 séquences différentes qui sont maintenant des arbres. Le type de données dont nous avons besoin est celui-ci. Nous avons les 3 données. Type qui peut être vide ou avoir un nœud contenant une valeur et pointe à la fois vers le sous-arbre de gauche et vers le sous-arbre de droite et c'est tout. La seule différence réside dans le constructeur de nœud. Avec contient désormais une valeur et 2 sous-arbres différents. Maintenant plantons quelques arbres, nous pourrions créer de la valeur appelée par exemple vide. L'arbre de type A qui a juste un arbre vide. Un arbre à un niveau dans ce cas de type 3 graphique qui contient un nœud unique contenant la valeur A et qui ne pointe vers nulle part.
Nous pourrions également créer deux niveaux 3 de valeur entière 3 qui ont le nœud racine de valeur 8 et pointe vers deux autres nœuds de valeur 3. Et 10 et ces deux arbres sont vides, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'enfants. Et nous pouvons continuer à construire au-dessus de cela pour un arbre à 3 niveaux. De type entier qui contient la note 8 qui a deux enfants. La note 3 et la note 10. Et la note 3 a les enfants aînés. 6 et la note 10 n'a que les enfants de valeur 14. Et cela ne pointe vers aucun autre endroit. Cette valeur est presque la même sauf pour la dernière. Deux enfants comme valeur que nous avions dans l'image avant. Génial, nous avons notre type de données prêt à être exécuté. Nous devons maintenant implémenter la fonction pour vérifier si un élément est à l'intérieur d'un arbre. Nous commençons comme toujours avec le type. La fonction prendra une valeur de type A et un arbre de valeur du même type. Il vérifiera si la valeur est à l'intérieur de l'arbre et renvoie un taureau de valeur true si c'est le cas et false si ce n'est pas le cas. Nous pouvons donc commencer avec une signature de type comme celle-ci. LM3 prend une valeur et un arbre de valeur et renvoie. Maintenant parce que le type d'arbre a deux constructeurs. Nous savons qu'il faudra probablement deux définitions. Un par constructeur selon les deux cas, un pour quand l'arbre est vide et un pour où il n'y en a pas, donc on a ça, si l'arbre est vide. La valeur que nous avons fournie n'est évidemment pas à l'intérieur de l'arbre. Nous retournons donc faux, et que se passe-t-il si l'arbre n'est pas vide ? Eh bien, nous faisons simplement correspondre le modèle du nœud et nous avons sa valeur juste là. Alors vous pourriez aussi bien vérifier si c'est celui dont nous avons besoin, donc si la valeur fournie est égale à la valeur du nœud. Alors nous retournons vrai, la valeur est à l'intérieur de l'arbre. Et parce que nous vérifions l'égalité, nous savons que A doit être une instance de la classe d'égalité. Alors ajoutez la contrainte à la signature. Donc si c'est égal on retourne vrai, fin de l'histoire, mais si ce n'est pas le cas, nous devons choisir le sous-arbre pour continuer à regarder. Et cela dépend si la valeur est supérieure ou inférieure à celle du nœud. Nous devons donc non seulement vérifier si la valeur est égale, mais aussi supérieure ou inférieure à la valeur du nœud. Car maintenant nous devons également vérifier les comportements supérieurs et inférieurs à. Le type A doit être instantané, la classe de type OU. Et parce que comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, il s'agit d'un exemple. De la classe de type où vous devez être au préalable une instance de la classe de type égalité. Nous pouvons supprimer cette contrainte et simplement mettre la contrainte ORD. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de tout mémoriser. Dans la leçon sur la création de classes de type, nous apprendrons à vérifier rapidement tout cela. Nous aurons également besoin d'un tas de choses imbriquées. Les instructions elles qui basculent vers les gardes pour un code plus simple. Nous vérifions donc d'abord si la valeur est égale à celle du nœud. Dans ce cas nous retournons vrai, si c'est faux. Nous devons vérifier à la fois si la valeur est supérieure à x et si la valeur est inférieure à x. Et que fait-on dans ces deux derniers cas ? Voyons voir, si la valeur fournie est plus grande que la valeur du nœud. Nous savons que si la valeur est à l'intérieur de l'arbre, elle sera dans la bonne branche. Où toutes les valeurs sont supérieures à la valeur du nœud actuel. Donc la seule chose que nous devons faire est de récursivement vérifier les droits de 3 avec la même valeur initiale. Et si la valeur est inférieure à la valeur du nœud, nous savons que si le V est sur le côté de l'arbre, il sera sur la branche de gauche.
Donc la seule chose que nous devons faire est de récursivement vérifier le sous-arbre de gauche avec la même valeur initiale. Et c'est tout. Nous avons un moyen de vérifier si la valeur est dans notre type de données en utilisant l'algorithme de recherche binaire. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons appliquer LM3 à 6C. L'arbre a 3 niveaux avec le précédent et le 6 était le deuxième nœud donc. Il renvoie vrai et nous appliquons également LN3 au nombre qui n'est pas à l'intérieur. Les 3 niveaux TH et nous obtenons faux comme prévu. Rappelez-vous que nous sommes une interview et que c'est une excellente solution. Le truc c'est que pendant que tu pensais à ça tu t'es tellement concentré sur des pensées que tu n'as jamais remarquées 15 minutes se sont écoulées sans que tu dises un mot. L'intervieweur a eu un peu peur et vous a dit que c'était une super rencontre. Vous et ils communiqueront pour vous faire savoir si vous réussissez l'entretien. Donc le point à retenir est lors de votre prochain entretien. N'oubliez pas de réfléchir à voix haute lorsque vous travaillez sur des problèmes. Cela aide à l'entretien et à connaître votre processus de réflexion et vous évitez de montrer le visage que vous faites lorsque vous regardez la vidéo Haskell. Oui, celui que tu fais en ce moment, mais ne t'inquiète pas. Vous aurez plus d'opportunités hypothétiques. Pour l'instant, il nous restera encore quelques petites choses à faire. Voir aujourd'hui, par exemple. Le fait que la forme du type de données détermine la manière dont vous écrivez des fonctions avec lui. Maintenant, ce n'est pas écrit dans la pierre. Mais en général, vous avez une équation par constructeur de valeur. Et si le constructeur de valeur est récursif une ou plusieurs fois, l'équation sera récursive 1. Ou les heures de fin, par exemple, le type de données box a 2 constructeurs. Le vide est à des constructeurs, et aucun d'entre eux n'est récursif. Donc lorsque vous écrivez une fonction pour ce type de données, il est probable que vous devrez écrire 2 formules, signifiant 2 définitions, une par constructeur. Et aucune formule n'aura d'appel récursif, le type de données de séquence a 2 constructeurs. La séquence vide est la flèche étrange, et l'une d'elles, la flèche étrange, est record IVE car elle a une valeur de type séquence A comme deuxième paramètre. Donc lorsque vous écrivez une fonction pour ce type, il est probable que vous devrez écrire 2 formules, une par constructeur. Et la formule qui correspond à la flèche étrange. Le constructeur aura un appel récursif à la fonction que vous définissez. Enfin, le type de données a 2 constructeurs empty et node. Et l'un des constructeurs, le nœud 1, est 2 fois récursif car il a 2 arbres comme paramètres. Donc lorsque vous écrivez une fonction pour ce type de données, il est probable que vous devrez écrire 2 formules. Un par constructeur et la formule qui correspond au nœud. Constructeur, nous avons 2 appels récursifs de la fonction que vous définissez. Bien sûr, il y a des cas où cette règle empirique ne s'applique pas. Mais vous pouvez l'utiliser pour commencer chaque fois que vous n'êtes pas sûr de la façon de définir une fonction. Comme vous pouvez le voir, il se passe tellement de choses avec les types. Constructeur de valeur, constructeur de type, etc. C'est difficile de rester en phase avec les choses. Heureusement, il a encore un tour dans son sac. Revenons au jour simple. Vous vous souvenez du type de boîte? Non, voyons voir. Il a un constructeur de valeur appelé HAS. Vérifions son type. Ok, donc HAS prend une valeur de type A et renvoie une valeur de type box A. Cool. Et qu'est-ce qui se passe avec ce type de boîte? Comment puis-je en savoir plus? Si vous essayez de vérifier le type d'un type, vous obtiendrez une erreur. Haskell pensera que la boîte a de la valeur. Constructeur et il vous dira que ce n'est pas dans la portée. Mais box n'est pas un constructeur de valeur, c'est un constructeur de type.
Et il existe un moyen d'en savoir plus sur les constructeurs de types. Nous pouvons utiliser la commande info et nous verrons dans la seconde. La ligne est la définition du type de boîte. Mais que sont donc ces étoiles en première ligne? C'est le genre de boîte. De la même manière que le type de constructeur de valeur vous donne la quantité et le type de valeur qu'il faut. Le type d'un constructeur de type vous donne la quantité et le type de type qu'il prend. Laissez-moi le répéter. Le type de valeur que le constructeur donne vous la quantité et le type des valeurs qu'il prend. Le type de constructeur de type vous donne le quantité et type de type qu'il faut. Si gentil est comme le type d'un type. Et vous pouvez lire des types comme ceci, l'étoile simple signifie un type concret. Un type qui ne prend aucun paramètre comme float, double. Étoile à étoile signifie un constructeur de type qui prend un seul type concret et renvoie un autre type concret comme la boîte A. Et cette énorme chose signifie un constructeur de type qui prend un type concret. Type est un seul constructeur de type de paramètres et renvoie un type concret. Nous n'avons pas encore vu cela, mais nous le verrons dans les leçons plus avancées. Alors voyons voir, quelques exemples dans string et bool sont tous des types concrets. Ils ont juste une seule étoile qui indique que ces types ne prennent aucun paramètre. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également vérifier le type d'un type en utilisant la commande k ou kind dans GHCI. D'autres exemples sont box, sequence et tree qui sont constructeurs de type avec un type concret comme paramètre. On peut voir que ça dit en quelque sorte qu'il en faut un type concret et renvoie un type concret. Et un autre exemple est le synonyme de type d'entité qui. Comme vous pouvez le voir ici dans la définition. C'est assez correct de dire qu'il faut deux bétons. Type et renvoie un type concret. Comme vous pouvez le voir, les synonymes de type ont également des genres. Car ils peuvent également avoir des paramètres de type. Une autre chose, remarquez que dès qu'un constructeur de type obtient tous ses paramètres, cela devient un type concret. Le type de boîte est de type à type. Mais le type de chaîne de boîte est un type concret. Car il ne prend plus de paramètres. Et vous pouvez également appliquer partiellement des constructeurs de type. La même chose qu'avec les fonctions ou les constructeurs de valeurs. Nous avons donc le type de données double box avec un constructeur de type qui prend deux types. Donc le genre de double boîte dit qu'il faut deux types concrets et renvoie un type concret. Le genre de boîte à double chaîne dit encore qu'il faut du béton. Pour renvoyer un type concret, donc la double boîte a été partiellement appliquée avec un seul type. Et si nous finissons d'appliquer tous les paramètres, nous obtenons bien sûr cette double boîte chaîne int. Est un type concret. Donc la prochaine fois que vous aurez besoin d'en savoir un peu plus sur un constructeur de type, vous pouvez vérifier son genre, et maintenant pour terminer la conférence. Je vais vous donner encore une toute petite information. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à apprendre de plus que Cavia et un seul mot-clé. Et ce mot-clé est le nouveau mot-clé de type. Le nouveau type fonctionne essentiellement de la même manière que le mot-clé data, à l'exception d'une mise en garde importante. Les types créés avec un nouveau type doivent avoir exactement une construction. Avec exactement un paramètre ou un champ comme celui-ci.
Nous avons le type de données de couleur qui en a un constructeur et un paramètre. Nous pouvons donc utiliser un nouveau type au lieu du mot-clé data. Nous avons également le type de produit qui est un constructeur. Le constructeur du produit possède un seul champ. Donc au lieu d'utiliser des données, nous pouvons utiliser le nouveau mot-clé de type. Mais vous pouvez également le faire avec des données, alors pourquoi devrions-nous utiliser un nouveau type ? Version sûre, raison de performance apportée par le compilateur. Donc si vous créez un type de données avec un constructeur et un paramètre, vous pouvez remplacer le mot-clé data par le nouveau mot-clé type. Et obtenez un boost de performance gratuitement et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de terminer vos devoirs et je vous verrai dans les prochains jours. 1.